Comment concilier la transition écologique, les exigences de mobilité urbaine et le maintien de l'attractivité économique des centres-villes et des centres-bourgs? C'est la grande question que nous allons nous poser tout de suite sur U2P TV. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Nous sommes bien sûr toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales de Paris et on va voir fort à faire dans cette émission puisque la question est épineuse. Évidemment, les politiques publiques visent à transformer nos villes pour les rendre plus écologiques, on l'a dit, plus propres, plus apaisées, mais il y a aussi des enjeux de mobilité, de logistique urbaine qui se font de plus en plus pressants et puis surtout des villes, des quartiers, des entreprises de proximité qui souffrent bel et bien. Alors on va en parler avec nos invités. Robert Bassols, bonjour. Bonjour. Président de la Fédération nationale de l'automobile et président de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales. Christophe Theuil est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vice-président de la Fédération française de l'expertise automobile en charge de la prospective et de la mobilité. Et Olga Givernet. Bonjour. Bonjour. Ancienne ministre déléguée en charge de l'énergie et députée de l'Ain. Robert Bassols, j'aimerais rentrer avec vous dans le vif du sujet parce qu'on ne va pas tergiverser. On est tous d'accord ici pour dire qu'il faut rendre notre monde, notre planète et nos villes de plus en plus environnementales, plus respectueuses, avec plus de verdure, qu'il y ait moins de pollution, etc. Oui, mais pas si les entreprises de proximité en souffrent et s'il y a des défaillances d'entreprises comme on en a connu cette année. Et c'est en fait cette opposition-là à laquelle on a beaucoup de mal à répondre, pas maintenant, depuis des années déjà. Oui, merci de me donner la parole en premier, c'est pas toujours le plus simple, mais bon, vous avez remarqué que j'ai un petit accent du Sud, hein, c'est léger. La problématique, c'est on n'a pas voulu intégrer tout le monde dans la réflexion. Le gros sujet, il est là. C'est-à-dire qu'on a laissé de côté bien souvent une partie de la population, les artisans en particulier, et on ne les a pas intégrés dans la discussion comment rendre ce monde plus agréable et plus sympathique pour l'avenir, pour nous, au présent, et pour l'avenir pour nos enfants. Et ça a été un peu dommage. J'espère que ça va changer, mais je ne suis pas persuadé parce qu'on essaie vraiment de changer les choses, on essaie de discuter avec les ministres et les gouvernements, et ce n'est pas toujours évident parce que, excusez-moi Madame la Ministre, mais ça passe très vite en ce moment et on a du mal à réussir à s'entendre, à suivre. Donc oui, il faudrait davantage intégrer les réflexions des différentes couches sociales pour pouvoir être plus à même de créer une véritable osmose sur cette chance qu'on a de pouvoir changer peut-être un petit peu notre planète. Parce que c'est ça, Olga Givernet, on a l'impression qu'on n'a pas encore trouvé la recette pour marier écologie et économie. Et je crois qu'il faut trouver cette recette, il faut la travailler ensemble parce que évidemment nos centres-villes n'auront de l'attractivité que s'il y a du service de proximité, des commerces, des artisans qui puissent intervenir. Et on le sait bien, les artisans en général, ils ont leurs entrepôts à l'extérieur de la ville, mais ils ont besoin d'entrer dans nos villes pour pouvoir apporter ce service à la population. Donc c'est de trouver ces manières de transporter les marchandises, les personnes, peut-être également pouvoir sélectionner qui peut se déplacer en individuel et qui a vraiment besoin d'un véhicule de mobilité parce qu'il y a des outils ou autres. Donc ça doit être travaillé localement. Moi, je suis membre de la commission des affaires du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Et quand nous parlons de mobilité, il y a forcément la question des utilitaires, par exemple, qui vient sur la table. Les ZFE ont fait beaucoup de mal. Hein. Dans le débat, peut-être, mais je crois que les ZFE, d'abord, elles avaient été réduites à Paris et à Lyon. Il faut savoir en fait comment nous allons partager l'espace routier dans les centres-villes pour que les piétons, les vélos, les voitures qui viennent soient là et surtout qu'en fait ceux qui sont en activité professionnelle, notamment dans la journée mais aussi souvent très tôt le matin, puissent y accéder correctement, puissent se parquer en sécurité, puissent ne pas gêner les différents flux et s'assurer que tout le monde vive bien ensemble. Alors effectivement, il y a la mobilité logistique, mais on pense aussi à tous les consommateurs. Certains qui n'ont pas de parking, dans des endroits où il n'y a pas de transport. Et en fait, on a l'impression quand même que faire la place aux voitures, c'est aussi faire la place à une forme de vitalité économique et de richesse. Oui, c'est absolument ça. Il faut impérativement que les politiques publiques se combinent avec les politiques environnementales. Je pense que toutes les entreprises de proximité qu'on a la chance aujourd'hui de représenter à travers l'U2P ont besoin de stabilité, ont besoin de cohérence, je dirais, avec une norme nationale qui viendrait découler dans les territoires. Mais il faut absolument que nos professionnels d'entreprises de proximité puissent être en contact avec les
les donneurs d'ordre, les décideurs localement sur les collectivités, les intercommunautés, de manière à ce qu'on puisse travailler en cohérence entre nos activités professionnelles et artisanales et le public qui doit venir aussi vers nous quand nous n'allons pas vers eux. À quoi doit justement, donc on en parlait, ressembler la mobilité de demain pour vous? C'est quoi? C'est donc plus de parking, gratuit si possible, c'est donc on enlève les ZFE partout, on en refait d'autres différentes, enfin, ça ressemble à quoi pour vous? Disons que c'est exactement ce que j'exprimais préalablement, il faut impérativement qu'il y ait une cohérence territoriale. On est dans une transformation qui est indispensable, je pense qu'on est tous d'accord, pour la planète c'est très important, il faut décarboner le parc automobile, les parcs de transport, et sur du dernier kilomètre, peut-être travailler sur des énergies plus douces, des transports plus douces. On parle de véhicules électriques, mais ne pensons pas que ce soit la seule alternative. Il y a aussi peut-être de la coopération, de la communication à faire auprès des différentes entreprises pour avoir des plateformes logistiques. Ce qu'il nous faut, nous, entreprises de proximité, c'est plus encore une fois, de cohérence et que les règles soient fixes et soient stables et qu'elles soient en concertation avec les professionnels. Qu'on sache quand est-ce qu'on peut aller dans les zones, où on peut se stationner, à quel moment de la journée on peut se stationner et libérer de l'espace et optimiser cette décarbonisation par le transport. Allez-y. Oui, tout à fait. Et dans l'évolution des flottes professionnelles, il y a des incitations évidemment à faire ce verdissement, donc à transitionner sur des véhicules propres, électriques. En tout cas, d'en intégrer une partie dans sa flotte. On veut le faire de manière progressive aussi, parce qu'on sait bien que tout le monde ne peut pas renouveler sa flotte complète du jour au lendemain. Ça a des coûts. Il faut trouver également des véhicules qui soient adaptés en termes d'autonomie pour la journée. Quand on part toute la journée pour aller faire c'est ce que j'allais vous dire, tournée, il faut prendre en compte tout cela. L'électrique, tout le monde est d'accord pour dire que c'est très bien, sauf qu'il n'y a pas encore assez de bornes de recharge partout. Ah si, il commence à y en avoir. Le maillage en France est plutôt bon. Ça c'est l'ancienne ministre de l'énergie. Ça commence, vous avez dit ça commence. Oui, non, si, il y a un maillage qui est bon. La question après, c'est de pouvoir internaliser ces bornes-là, que ce soit au sein des entreprises ou même des bâtiments pour les particuliers. Donc cette organisation, elle est en train de se faire. Et il y a un acteur très en pointe de cela, c'est la Poste. La Poste a d'ailleurs la plus grande flotte en France d'entreprises. Elle a intégré également des véhicules électriques et il y a d'ailleurs, elle met à disposition un parc de seconde main, puisque quand elle a fini d'utiliser ces véhicules, ils peuvent être rachetés ensuite. Je pense que pour les artisans, il faut qu'ils soient conscients de cette opportunité-là, d'aller acheter des véhicules de seconde main. Ce parc de seconde main doit s'étoffer pour pouvoir avoir des prix beaucoup plus attractifs. Robert Bassols. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Madame la Ministre, mais c'est normal, hein, c'est un droit en France, heureusement. On a tout à fait le droit. On a fait une erreur il y a 130 ans en choisissant une énergie, et je suis en train de me rendre compte qu'on fait la même erreur 130 ans après, on choisit une énergie, c'est l'électrique. Je pense qu'il y a une multitude d'énergies nouvelles qui sont en train d'exister, qui sont en train de prendre forme de plus en plus. On a des ingénieurs qui sont très capables pour ça. Et entre les biocarburants qui sont compliqués, parce qu'en Europe, pour créer du biocarburant, il faut détruire des exploitations agricoles pour faire autre chose. Mais par contre, avec les carburants de synthèse, par exemple, etc., on peut garder un véhicule avec un moteur thermique qui fonctionne avec une énergie négative et qui permet justement, quand je dis négative, je veux dire avec une non polluante et qui permet d'exister. Je pense qu'il ne faut pas interdire l'accès aux entrepreneurs dans les centres-villes, il faut les réguler. C'est-à-dire se dire, bon, on veut bien que vous rentriez, vous n'êtes pas obligé d'avoir une voiture électrique, mais il faut qu'elle soit aux normes. Et les normes, il faut un petit peu en discuter ensemble. On ne peut pas dire au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, le 100% électrique va exister. On sait déjà pertinemment qu'il y a moins de capacité actuellement de produire des batteries dans le monde que ce qu'il y a eu de pétrole. Et il y avait d'ailleurs cette date 2035 où il est censé ne plus y avoir de véhicules thermiques. Non, de la vente de nouveaux véhicules thermiques. Ça veut dire qu'on peut toujours avoir un véhicule, évidemment, on peut même en acheter d'occasion. C'est ça, heureusement. Mais en revanche, néanmoins, 2035, certains observateurs disent que ça va être un peu compliqué. C'est un bel objectif, il me semble. Il faut qu'on puisse s'assurer qu'il n'y ait personne qui soit laissé de côté. D'ailleurs, il peut y avoir des ajustements qui soient faits. Mais la question d'avoir plusieurs énergies, eh bien, pour les pouvoirs publics, ça peut poser problème parce qu'on est en train de développer un maillage de bornes
électrique, on ne va pas développer exactement le même maillage pour l'hydrogène, par exemple. Ça coûterait beaucoup trop cher à la puissance publique. Donc on est obligé de faire un choix. Après, on laisse la liberté de pouvoir utiliser d'autres énergies à partir du moment où elles répondent à la réglementation. Mais il faut savoir qu'ensuite, le service qu'on pourra apporter de la part des pouvoirs publics ne sera probablement pas le même. C'est pour ça d'ailleurs, même pour les camions, on s'est lancé dans l'électrique. Et qu'en fait, tout ce qui est hydrogène est plutôt réservé au transport maritime, donc du transport non routier, ou de la transformation au niveau industriel. C'est des choix qui sont obligatoires parce que sinon, nous n'aurons pas assez d'argent pour financer tous les différents systèmes. Et déjà qu'on n'a pas assez d'argent pour financer tout le reste, ça risque d'être encore plus compliqué. Votre vision un petit peu de tout ce qui vient de se dire? Moi, je partage la vision que le tout électrique n'est pas forcément la solution, mais c'est une véritable solution quand même transitoire d'avenir et qui va concerner particulièrement les zones urbaines. Je pense qu'au-delà de l'énergie électrique, hydrogène, GPL ou autre, où on a un véritable besoin de cohérence dans l'accompagnement en matière d'aide et en matière de support. On a depuis quelques années une énorme évolution des aides et des accompagnements dans les entreprises, et c'est un peu en dents de scie. Donc pour un chef d'entreprise, pour les entreprises de proximité en particulier, avoir un tableau de bord à 1 an, à 2 ans, c'est pas possible pour l'investissement. Il faut vraiment qu'on ait quelque chose qui accompagne plus les entreprises, et peut-être pas seulement sur l'énergie ou le choix des véhicules, mais peut-être sur la totalité. Parce que qui dit véhicule électrique dit des coûts de fonctionnement plus chers, puisqu'il faut équiper les entreprises de bornes. Il faut intégrer aussi la conception je dirais, d'un package d'accompagnement des entreprises à travers ça. Et je pense que les entreprises ont déjà énormément commencé à migrer. Et là, les nouvelles réformes fiscales en début d'année sur le véhicule de fonction va accélérer justement cette transition, notamment par rapport aux véhicules d'occasion, qui sont souvent générés par une première location par des entreprises privées et qui vont ensuite arriver sur le marché. Vous voyez, donc c'est tout un écosystème qui est plutôt louable et qui est plutôt bénéfique s'il y a vraiment cette cohérence dans le temps. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on rencontre tous en tant que chef d'entreprise, c'est qu'on n'a pas de vision à long terme. 2035, c'est une étape importante. On sait qu'il y a une clause de revoyure dans quelques années, dans 3-4 ans. On n'est pas trop sûr, on entend des annonces des constructeurs qui du jour au lendemain nous disent on se retire de l'électrique, on va au tout électrique. C'est très compliqué pour nous, chefs d'entreprise, et c'est très compliqué aussi pour nos collaborateurs, parce que qui dit tout véhicule électrique dit des contraintes aussi en matière de disponibilité des véhicules, que ce soit des véhicules de service ou des véhicules de fonction. Il faut vraiment qu'il y ait un écosystème global. Et je pense que les entreprises ont déjà commencé cette transformation. Il y a de l'investissement, très très souvent. Il y a un verdissement du parc des véhicules de proximité, on le constate, il y a des équipements en borne. Eh bien, il faut accompagner les entreprises. Et vraiment, moi, j'appelle à ce que les pouvoirs publics, que ce soit au niveau du Parlement, mais même au niveau des collectivités locales, parce que c'est là qu'on travaille, c'est là qu'on est en proximité. Il faut absolument que ces entreprises soient contactées, et on peut les accompagner, on peut travailler avec nos représentants. Oui, mais je crois qu'on a déjà des évolutions qui sont marquantes. La qualité de l'air dans nos centres-villes, elle s'est améliorée. D'ailleurs, c'est pour ça que les ZFE ne s'appliquaient pas partout et que d'ailleurs, elles peuvent être ajustées. Mais sur la question de l'électrique, on produit cette électrique en France, on la produit décarbonée, propre, et en plus, on l'exporte parce qu'on ne la consomme pas. C'est quand même dommage d'importer plus de 60% de notre consommation d'énergie fossile quand on sait qu'on a toute cette énergie qui est disponible. Donc, on doit accompagner les entreprises, qu'elles puissent mettre en place tout l'écosystème qui a besoin. Mais il faut savoir qu'à terme, ça coûte quand même moins cher. Aller faire un plein à 40, 60, 80, 100 euros à chaque fois, ça fait bizarre quand on peut se brancher. Mais là, il doit y avoir un engagement de l'État, c'est de maintenir le prix de l'électricité bas et qu'il soit beaucoup plus attractif que ces énergies fossiles. Aujourd'hui, on a une dépendance aux pays étrangers qui fournissent le pétrole. Il faut qu'on puisse être souverain sur nos déplacements et notre logistique. Moi, je veux qu'on puisse accompagner l'ensemble des artisans, des commerçants dans cette transition. Alors, vous dire, oui, c'est moins cher l'entretien sur les 5 premières années. À partir de la 6e année, les 5 premières années, on gagne à peu près 25%. À partir de la 6e année, 7e année, on n'est plus qu'à 15%. Puis on descend à 10%. Et au bout de 8-9 ans, c'est l'inverse, bien souvent, parce que le prix des batteries est beaucoup plus cher. Donc, ça pourrait être un autre débat et on ne va pas y rentrer là-dedans. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on peut faire pour aider les entreprises à ce qu'elles ne mettent pas tous leurs œufs, tout leur argent dans l'achat d'un véhicule
qui peut-être ne sera pas rentable dans l'avenir. Donc je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'il ne vaut pas mieux décarboner ce qui existe déjà pour l'instant, en attendant, parce qu'il y a quand même une transition jusqu'en 2035, on n'y est pas, il y en a pour 10 ans, ça ne se fait pas comme ça. Et nous, on a proposé à la FNA ce qu'on appelle le contrôle technique au Syngas, qui existe, qui a été voté en 2016 en France, mais qui n'a jamais été en application. C'est-à-dire les NOx, ce qu'on appelle les NOx, et qui maintenant sont une référence européenne. En France, on parle que de CO2, mais en fait, européennement, mondialement, on parle du NOx. Les NOx, c'est quelque chose, en fait, c'est très fines particules, et je pense qu'avec le Syngas, on peut le faire. On a fait une étude, nous, à ce sujet, et l'étude ressort que 71% des sondés, en tout cas, ont dit qu'en réalité, ils seraient d'accord pour payer 10 € de plus un contrôle technique, mais qu'il soit efficace. La problématique du contrôle technique, c'est qu'il est perçu comme un impôt supplémentaire, alors que c'est un intérêt qu'on a, nous, tous les habitants, à faire baisser le CO2 et à faire baisser le NOx et à réussir dans notre entreprise. Il faut donc essayer d'améliorer les voitures qui existent en attendant de trouver mieux. En quelques mots, Madame la Ministre, pour conclure peut-être sur cette question centrale de la table ronde, comment concilier transition écologique, exigence de mobilité urbaine et donc maintien de l'activité économique de proximité, puisque c'est bien ça qui nous occupe. Eh bien, c'est de parler d'économie et d'écologie, et pas de mais dedans. C'est vraiment de trouver les solutions qui conviennent et qui sont attendues. Il faut savoir que toutes les innovations en termes environnementaux, c'est aussi un gain de compétitivité, et c'est à nous ensuite de pouvoir bien les protéger avec de la réglementation pour éviter tout ce qui est concurrence déloyale sur notre marché. Un dernier mot sur ce thème aussi. Oui, moi je pense que la transition écologique, elle ne fonctionnera que si elle est partagée et cohérente. Il faut absolument qu'il y ait un échange plus ouvert entre les acteurs, que ce soit les entreprises, les élus de proximité aussi, c'est très important. Et peut-être même des réflexions un petit peu plus larges sur l'après. Parce que 2035, c'est dans 10 ans, mais finalement, à l'échelle d'une entreprise, c'est demain, 10 ans. Donc on n'a déjà pas de visibilité sur 10 ans, donc travaillons ensemble, main dans la main. Et je suis d'accord avec Madame la Ministre, il faut concilier environnement, économie et verdissement. Allez, on va y arriver, chers amis. Merci à tous d'avoir été là. Merci on beaucoup. se retrouve Merci beaucoup. dans quelques instants sur U2P TV, bien sûr, pour continuer notre série d'émissions en direct du Salon des maires et des collectivités locales. À tout de suite.